Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. On est le 10 novembre 2023, il est 10h en France et 18h au Japon et nous sommes ensemble ce vendredi pour un nouveau numéro de Soft Power, votre matinale pop culture préférée de tout Hyrule, à l'exception de toutes les autres. Matinale engagée, vous avez l'habitude, durant laquelle on fait le tour ensemble, comme chaque semaine, de l'actualité pop culture de ces derniers jours, en gardant toujours à l'œil et à l'oreille les travailleurs et travailleuses culturelles qui la font. Y aura-t-il des news qui nous mettront en joie cette semaine? Bien sûr. Y en aura-t-il d'autres qui nous énerveront? Évidemment. Y aura-t-il également l'habituel lot de blagues, de références à Keanu Reeves et de très mauvaises imitations de voix de documentaires MTV des années 2000? Sans l'ombre d'un doute, vous êtes en terrain connu aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Un terrain d'autant plus connu, les gens, que notre voyage s'accompagnera une nouvelle fois d'extraits de bandes originales d'animés venant égayer l'écoute de l'émission, histoire de découvrir ou de redécouvrir les petites mains qui sont derrière. Cette semaine dans Soft Power, une émission dont l'intitulé pourrait être sur les traces d'Alan Moore dans V for Vendetta. Tout le monde est spécial, tout le monde est un héros, un amoureux, un imbécile, un méchant, tout le monde a son histoire à raconter, puisqu'on reviendra cette semaine sur Echo, nouvelle série Marvel prévue pour le début de l'année prochaine, série qui a levé le voile sur ses premières images, mais qui lève aussi le voile sur des nouvelles stratégies chez Marvel Studios et sur de sévères crises qui traversent la maison des idées depuis maintenant des mois. Il y aura à boire, à manger et à régurgiter, vous verrez. On s'intéressera aussi au cas Crunchyroll, ce grand service de vidéo à la demande très orienté animé, racheté par Sony fin 2020, qui a réalisé cette semaine plusieurs annonces qui seraient tout à fait sympathiques par ailleurs s'il ne s'agissait pas précisément de Crunchyroll. Je ne vous tease pas davantage. On ira faire un tour du côté du Congo pour se prendre en selfie sur des pirogues aux côtés d'influenceurs et d'influenceuses qui s'étaient donné rendez-vous à la fin du mois dernier pour un petit événement de soft power spontané qui en dit beaucoup sur de grandes tendances cette fois qui égrènent le pays ces dernières années. On va évidemment, comment passer à côté, faire le point sur la fin, enfin, la fin annoncée de la grande grève des acteurs et des actrices d'Hollywood après 118 jours de piquet de grève, 118 jours après l'obtention d'un accord absolument victorieux pour le syndicat des acteurs et des actrices, grève qu'on suit depuis le début dans Soft Power. Ce serait donc un petit peu étrange de passer à côté. On fera le point aussi sur l'avenir proche de Spotify suite à quelques fuites en interne qui nous ont tracé cette semaine un chemin pas tout à fait glorieux, vous verrez, pour la plus grande plateforme de streaming musical du monde. C'est le moment où il faudra un petit peu serrer les dents, comme ça. On ira jeter un œil rapide à la première bande-annonce de l'adaptation en prise de vue réelle d'Avatar, le dernier maître de l'air pour le compte de Netflix. Il n'y a pas des millions de choses à dire, mais comme le protagoniste de la série, ça fait pas de mal de brasser un petit peu d'air de temps en temps. Mais pour commencer l'émission, les gens, sous les meilleurs auspices, vous le savez, rien de mieux que d'attaquer avec une bande-annonce. Cette semaine, on ne prend aucun risque, on fait comme ça, hop, des petits moulinets de poignets, on fait bien attention à mettre sa combinaison inifugée dans le bon sens, on garde la grue constamment du coin de l'œil, et puis seulement après ça, on pourra enfin envisager, et puis tout en contrôle par ailleurs, ce fameux triple tonneau en citerne à essence qui devra rebondir sur un lac de crocodiles avant d'affronter à elle seule une armée de samouraïs. Dans 3, 2, 1, action! Génial! C'était génial! Super! Tout le monde sauf lui. Je l'ai pas validé, tu le sais très bien. Tu es littéralement la dernière personne sur Terre que j'ai envie de voir. Je suis à deux doigts de te gifler, là, ça me démange. Je serais pas contre l'idée dans un environnement moins dangereux. Tu t'es volatilisé. Pas un coup de fil, pas un message. C'est pas que j'ai pas voulu m'excuser. Te justifie pas, c'était juste un flirt. Alors, comment tu vas? Ah, les cascadeurs, je déteste vos conneries de pouces en l'air. Je suis la réal. Je vais le mettre en feu. Toi, t'es un cascadeur. Il faut qu'on reste super professionnel. Professionnel, c'est mon surnom. Ah ouais, je croyais que c'était danger. C'était comment, boss? Ah! Carrément. Ouais. Un flingue avec les doigts. Je l'ai rangé, ça y est. Fais comme si t'avais rien vu. Tomb Raider. La
plus grande star de films d'action du monde, a disparu. Il faut que tu le retrouves, sinon le film de Jodie est fichu. Pourquoi moi? Parce que t'es cascadeur. Personne ne va te remarquer, c'est ton boulot. Le prends pas mal. Ah bah, un peu, si. The Fall Guy, donc, un film réalisé par David Leitch, la version tenue par un câble de David Lynch, j'imagine. David Leitch, cascadeur, co-réalisateur non crédité de l'excellent John Wick, un petit film indépendant avec un petit acteur principal à qui je prédis un grand avenir, mais aussi le réalisateur d'Atomic Blonde, de Deadpool 2 et de l'absolument navrant Bullet Train sorti l'année dernière, le tout sur un scénario de Drew Pearce, à qui on devait déjà le chef-d'œuvre qu'avait été Iron Man 3. Souvenez-vous de cette incroyable ligne de dialogue du personnage de Tony Stark. On peut me prendre ma maison, tous mes trucs et mes jouets. Il y a une chose qu'on ne m'enlèvera pas. Je suis Iron Man. Bravo, bravo. Filez à cet homme le scénario et les dialogues du film Zelda, je vous en supplie. Bref, pour revenir à ce Fall Guy, côté casting, on retrouvera, comme vous avez pu le constater si vous suivez l'émission en direct ou en VOD, Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson ou encore Anna Waddingham, tout ce beau monde derrière et devant la caméra pour nous narrer l'histoire de Colt Seavers, un cascadeur un petit peu has-been qui se retrouve à devoir travailler sur la production d'un énorme blockbuster réalisé par son ex-copine Jodie Moreno, production pendant laquelle l'acteur principal Tom Ryder va disparaître, démarrant alors une enquête pour les deux protagonistes. Et si le nom et l'histoire de Colt Seavers vous disent quelque chose, ce n'est évidemment pas un hasard, puisque The Fall Guy est bien une adaptation cinématographique pleine de caillasse et montée comme un clip pour MTV, évidemment, du The Fall Guy de Glenn A. Larson, plus connu par chez nous sous le nom de L'homme qui tombe à pic, avec son incroyable générique chanté par Haïm Saban, à l'origine une série télévisée américaine culte diffusée notamment en France au début des années 80 sur Antenne 2, puis sur la 5, puis sur France 3, avant d'arriver sur TF1. Ryan Gosling reprenant donc ce rôle auparavant tenu par l'acteur Lee Myers. Une série classique des années 80 remplie de guest stars et d'épisodes pastichant allègrement le cinéma populaire dont elle se faisait l'écho et parfois la somme, a commencé par cette habitude d'introduire chacun de ces épisodes avec des cascades dont bon nombre d'entre elles étaient tirées d'autres films antérieurs à 1981, série que j'ai par ailleurs toujours confondue avec L'homme qui valait 3 milliards. Merci d'avoir pris le même acteur vedette, ça m'aide beaucoup. Mais une série, les gens surtout, qui a marqué à son échelle l'histoire de la pop culture par son générique entraînant, ses scènes d'action spectaculaires pour l'époque, son humour décalé, son casting charismatique et son rapport même à son médium et à l'histoire de celui-ci. Une série qui a inspiré de nombreux hommages, de nombreuses parodies et de nombreuses références à d'autres œuvres. Les Simpsons, Family Guy, South Park ou encore Stranger Things, beaucoup y ont fait au moins allusion. Et il n'est donc pas tout à fait surprenant dans cette grande tendance à la constitution de franchise et à l'économie de la nostalgie de se retrouver désormais presque 40 ans après la fin de la série originale avec un projet de film sur grand écran. En juillet 2010, on apprenait déjà qu'un film était en développement du côté de chez DreamWorks. En 2013, Dwayne Johnson, The Rock, était même pressenti pour le premier rôle avant que le projet ne fasse lui-même roulade arrière et disparaisse dans le silence éternel de ses cascades infinies, pour mieux réapparaître quelques années plus tard chez Universal Pictures pour ce projet donc avec en vedette Ryan Gosling et Emily Blunt qui vont pouvoir participer à la promotion du film par ailleurs, merci la fin de la grève dont on reparlera un petit peu tout à l'heure. Et au-delà de cette bande-annonce qui annonce peut-être pas le plus grand film de l'année 2024, c'est vrai, encore qu'il pourra être assez fun, si je vous en parle aujourd'hui les gens, c'est parce que derrière ce film se cache une réalité économique un petit peu planquée, celle de l'Australie, une réalité dévoilée cette semaine dans le gros document Drama Report 2022-2023 de l'agence gouvernementale Screen Australia, en charge du financement du cinéma australien, rapport qui confirme, écoutez ça, que les investissements étrangers dans les films et les séries ont représenté 780 millions de dollars sur la période juillet 2022-juin 2023, soit une hausse de 35% sur un an, surpassant de fait, et c'est là que c'est important, surpassant de fait les investissements dans la production de contenu local australien, une tendance déjà bien entamée sur le cycle 2020-2021 qui témoignait déjà du devenir de l'Australie comme industrie
industrie de services au service précisément des productions étrangères et notamment américaines. Sur le cycle 2022-2023, on parle de pas moins de 13 longs métrages étrangers et de 3 séries produites sur le territoire australien. 13 longs métrages parmi lesquels Godzilla vs Kong, The New Empire, The Kingdom of the Planet of the Apes et précisément ce The Fall Guy. The Fall Guy pour lequel Universal a reçu des autorités australiennes pour amener le film et pour attirer Ryan Gosling en Australie. Ma foi, de plutôt coquette somme, 30 millions de dollars au titre du programme fédéral d'incitation à la localisation et 14,4 millions de dollars versés par le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud pour garantir que The Fall Guy serait bien tourné à Sydney et pas à Melbourne, par exemple. Et ça, sans parler des réductions d'impôts qui montent la part des revenus australiens au film à environ 60 millions de dollars, soit 40% du budget total du film. C'est titanesque. Qu'est-ce que c'est que ce pastis, vous allez me demander? Eh bien, c'est un pastis qui est cultivé depuis une vingtaine d'années par les autorités australiennes, mais aussi américaines, dont certaines d'entre elles militent par l'intermédiaire de lobbies à l'élargissement des réductions d'impôts en Australie, de la soft money, comme elle est si bien nommée. Et à ce jeu, l'Australie est l'un des pays les plus agressifs, les gens. 40% du budget total de The Fall Guy, je rappelle, c'est littéralement Noël avant l'heure, à grands coups de cadeaux comme ça dans la tétasse, où l'Australie arrive en mode « Et tiens, prends tes chaussettes bourrées de mon chéri avec pas !» Une agressivité, les gens australiennes maintenues, nous dit-on, dans la volonté d'augmenter les dépenses dans les communautés locales, de pousser le tourisme, de créer des emplois et de vendre l'image de l'Australie au plus grand nombre. Dommage que ces fameux décors australiens soient le plus souvent présentés comme des décors américains, peut-être un détail. Et dommage x2, puisque les contre-coups d'une telle stratégie d'incitation se sont déjà largement répandus au niveau local. De nombreuses cinéastes locaux et locales soulignant déjà une concurrence accrue quant à l'accès aux ressources, rappelant que ces créations d'emplois sont souvent le fait en réalité de création de contrats courts et déplorait déjà par ailleurs il y a 2 ans l'important risque d'une chute pure et simple de la production locale australienne. Et vous savez quoi, les gens? Eh bien, il n'a pas fallu attendre très longtemps avant que ce risque devienne réalité, comme en témoigne précisément le rapport de l'agence Screen Australia. Je rappelle que le boomerang a été inventé par les aborigènes d'Australie et là, il est revenu à vitesse grand V. Un rapport qui relève bien une baisse du nombre de productions des longs métrages locaux sur le cycle, mais aussi une baisse substantielle de 26% des revenus consacrés aux productions australiennes. Une situation particulièrement préoccupante, comme le souligne Matt Dinner, directeur général de Screen Producer Australia, dans un contexte où même si certaines productions australiennes souhaiteraient bénéficier aussi des réductions d'impôts, elles ne le peuvent matériellement pas puisqu'il faut justifier d'un budget au moins de 15 millions de dollars, ce dont elles ne disposent évidemment pas, contrairement aux productions américaines. Douille totale enclenchée, une situation préoccupante à laquelle il me semble que précisément ce The Fall Guy fait écho, d'où l'intérêt, je crois, de cette remise en contexte avant la sortie du film en France le 28 février prochain. The Fall Guy, donc, les gens, un film de David Leitch avec Ryan Gosling, une nouvelle super production décidément bien dans ses chaussures de sécurité avec l'une des grandes stars du moment, un revival de franchise comme on en fait à l'appel depuis des années, qui ne l'empêchera pas forcément par ailleurs de produire ses moments de fun. Comptez sur moi pour l'investigation et au passage, ni vu et surtout ni connu, une petite douille aux travailleurs et travailleuses culturelles australiens. Ne vous inquiétez pas, nous dit-on de toutes parts, ces cascades ont été réalisées par des professionnels à ne pas reproduire chez vous. An artist, if he's unknown and if he starts, can win the same money at the same rate than a big artist like Drake. Yes, that is true. So what is the value of a stream? How much money is it if you're an artist? Yeah, a lot of people ask me the question of, well, what is a stream worth? And some people on the internet make these calculations. But we actually don't pay out per stream. Our model, the way it works is every month we get a certain amount of revenue coming in the door. You can think about it as roughly, let's call it €1 billion every month comes into Spotify. Of that, almost 70% goes into this pool. And of that pool, the artist will make, depending on how much they were successful that month, relative to all other artists, they will get a certain share.
quelques nouvelles du côté de Spotify, roi incontesté du streaming musical mondial avec ses plus de 200 millions d'abonnés payants, ça fait virer la tête. C'est dire si le moindre mouvement de la plateforme et des exécutifs compte aujourd'hui pour la constitution de grandes tendances de l'industrie, et c'est dire si le tout mérite en soi d'être analysé. Et ça tombe bien les gens, puisque cette semaine, Christine Graziani, présidente du distributeur de musique Stern, a levé un bout de voile sur des rumeurs qui traînaient depuis des semaines, validant au passage la nouvelle politique tripartite du service suédois pour l'année 2024. 1. Une pénalisation accrue des labels et des distributeurs proposant du contenu frauduleux ou générant des écoutes artificielles. 2. Augmenter le temps minimum d'écoute pour qu'un titre soit comptabilisé comme joué ou non, afin d'éliminer notamment les morceaux de bruit blanc ou assimilés, soit. Et surtout, la grande nouvelle, les gens en attendant une vraie grosse confirmation officielle. 3. L'instauration d'un seuil annuel d'écoute à dépasser 1000 par an avant de pouvoir commencer à générer des revenus. Un seuil qui, une fois installé, exclurait de fait 2/3 du catalogue de Spotify de toute possibilité de revenus. Alors, je vous vois déjà hurler au scandale, taper du poing sur la table et crier « Vous dire helvete !» Qu'est-ce qu'il raconte ? Ça veut dire qu'est-ce que c'est que ce bordel en suédois ? Ah d'accord, on apprend tout en s'amusant. Et vous aurez raison les gens, mais il faut tout de même, il me semble, être un peu précis sur ce qui est en train de se passer, puisqu'il faut rappeler que déjà matériellement, dans les faits, à moins de 1000 écoutes par an, les artistes pouvaient prétendre en réalité à un revenu de moins de $3 annuels, ce qui est pas beaucoup, c'est le prix du premier niveau du Patreon de l'émission, moins de $3 qui de toute façon ne leur étaient souvent pas versés en raison du refus des distributeurs de virer une si petite somme sur les comptes bancaires des artistes, parce qu'au fond, ce n'est pas tant l'annonce de la coupure des revenus avant 1000 écoutes, qui était déjà dans la quasi-totalité des cas appliquée en pratique et qui déjà mettait matériellement en exergue le problème de financement des nouveaux artistes ou des indépendants à l'ère des plateformes de streaming, que l'annonce même de l'établissement d'un seuil qui interroge, pour rester poli et minimal, les acteurs et les actrices du milieu, puisqu'il s'agira alors de juger de la valeur commerciale en fonction de l'engagement qu'obtient un artiste, notamment de ses fans, de son degré de fan, à un seuil décidé par la plateforme, un seuil qui pourra, et dont on imagine mal qu'il ne le sera pas à l'avenir, être élevé dans les années à venir à l'avantage des fournisseurs de licences et autres partenaires commerciaux de Spotify. Quid du moment où cette barrière des 1000 écoutes passera discrétionnairement à 2000, à 3000, à 5000, à 10 000, à 50 000, pourquoi pas, avec tous les impacts qu'on peut imaginer à l'avenir, appauvrissement de la diversité des productions, uniformisation des sons, des incitations de potentiels nouveaux ou nouvelles artistes à se lancer, entre autres. Bref, une nouvelle façon, les gens, de concevoir la rémunération des artistes, davantage centrée sur l'engagement, ce qui ne devrait pas être sans vous rappeler ce qu'on disait il y a 2 semaines dans l'émission au sujet du nouveau modèle centré sur l'artiste et sur les fans, très en avant par Universal Music Group. Et tout ça, les gens, n'a absolument rien d'un hasard, puisqu'on apprenait cet été justement qu'Universal avait signé un accord nouvellement élargi avec qui ? Avec Spotify, évidemment, tiens, un accord visant précisément le contenu Universal, qui, je le rappelle, est juste le plus grand détenteur de droits musicaux au monde, des accords dont certains des objectifs visés étaient et sont précisément, je le cite, garantir que les vrais artistes avec de vraies bases de fans soient équitablement récompensés pour l'engagement qu'ils suscitent sur la plateforme. De vrais fans, les gens, pour de vrais artistes, histoire de toucher de vrais sous pour un vrai Spotify et pour un vrai Universal. Spotify s'étant précisément engagé pour l'accord à répondre à ces préoccupations d'Universal et à y porter des garanties, d'où ces histoires de répression des fraudes, évidemment, de temps minimum, mais surtout de cette histoire d'installation d'un seuil de revenus pour l'instant assez bas et qui fait office de pied dans la porte, un pied dans la porte un petit peu planqué dans l'annonce qu'à côté de l'établissement de ce seuil, en parallèle, le pool d'argent qui auparavant était à destination de ces plus petits artistes en volume irait rejoindre du coup le pool des gros artistes qui par voie de conséquence verraient, eux, nous dit-on, leurs revenus augmenter. Quels artistes ? En quelle proportion et quelle part pour les maisons de disques, ça on n'en sait rien, le flou est la règle sur ces plateformes. Ce qu'on sait en revanche, c'est que ce système de seuil, on le retrouve un peu modifié par ailleurs, toujours sous l'impulsion d'Universal, en partie chez Deezer qui depuis quelques semaines s'articule aussi autour d'un système de boost, de double boost pour être plus exact, pour les artistes dépassant les 1000 écoutes par mois. Bref, les gens, un pas bien bel aperçu des tendances de demain pour l'industrie musicale mondiale, aujourd'hui largement
drivées par ces plateformes de streaming, des tendances qui malgré tout ne surprendront pas, ou en tout cas ne devraient pas surprendre grand monde, puisqu'il faut toujours rappeler que si ces plateformes sont bien évidemment incontestablement de formidables outils technologiques, faciles d'accès, rapides, extrêmement bon marché, fournissant des millions de titres en un clic et une superbe playlist pour cette émission, il faut le reconnaître, à l'arrivée, au bout du compte, elles impliquent et favorisent structurellement toujours la concentration du marché, toujours la réduction de la diversité et la qualité de l'offre musicale, la faible rémunération des artistes, l'uniformisation des créations et des pratiques sociales et la dévalorisation des œuvres. Ça, c'est pour le point Alexandre Astier, et si vous avez la référence, c'est plus 2 points pour Gryffondor. De quoi sera fait l'avenir de l'industrie musicale? On peut essayer d'imaginer, mais de qui sera fait l'avenir? Ça, en revanche, ça risque de devenir de plus en plus difficile. Le temps est une chose étrange. Le passé, l'avenir, tout se mélange. Il n'y a qu'un seul moyen de ne pas se perdre. On ne doit jamais oublier qui on est. La terre, le feu, l'air, il y a très longtemps, ces 4 peuples vivaient en harmonie, mais un jour la nation du feu décida de passer à l'attaque. C'est sur ces quelques mots que débutait chaque épisode d'Avatar, le dernier maître de l'air, série d'animation américaine absolument culte, créée par Michael Dante DiMartino et Brian Konietzko, une série largement dans le top 5 des dessins animés les plus regardés des années 2000 aux États-Unis, qui s'offrait même le luxe d'être la série des 9-14 ans, et un énorme succès commercial doublé d'un succès critique amplement mérité, ayant rapporté à la série un joli 100% sur Rotten Tomatoes. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de mathématiques, mais il me semble que c'est plutôt une bonne note. Un succès qui avait valu à la série d'être déclinée en livres, en comics, en figurines, en peluche, en manga, en jeu de rôle et en une autre série, La Légende de Korra, également très chouette, mais étonnamment jamais en adaptation, en prise de vue réelle. Mais si, Lex, attends, il y a le film de... Chut. Jamais, j'ai dit, jamais. Il n'est donc pas du tout étonnant qu'en 2018, devant le succès toujours important des rediffusions du dessin animé original, Netflix se soit penché sur l'acquisition de la licence pour adapter pour la première fois donc Avatar, le dernier maître de l'air, en une série en prise de vue réelle. Une annonce qui démarrait sur les chapeaux de roue, fidélité annoncée au matériau original, les 2 créateurs de la série animée aux manettes de l'adaptation en prise de vue réelle. Rien ne pouvait mal se passer. Non, je plaisante. On est chez Netflix, évidemment que Michael Dante DiMartino et Brian Konietzko ont quitté la production pour divergence créative, citant au passage un environnement négatif et peu favorable pendant leur séjour dans les studios. Netflix, la nation du feu, vous l'aurez entendu ici en premier. C'est donc Albert Kim, producteur des séries Nikita et Sleepy Hollow, dont vous apprenez probablement l'existence en même temps que les mots franchise mes lèvres. Albert Kim qui sera le showrunner de cet Avatar made in Netflix, avec une seule ligne de mire répétée à foison en interview: l'authenticité. Du coup, non, ça marche pas. Enfin, mais d'accord. À ses côtés authentiques, donc, on retrouvera un casting authentique. Gordon Cormier dans le rôle de l'avatar Aang, Kia Wentio dans celui de Katara, Ian Ousley dans celui de Sokka, Dalias Liu dans le rôle de Zuko ou Paul Sung-Young Lee dans celui du général Io. Casting placé sous la réalisation authentique de Michael Gold, de Jabbar Hysani et de Roseanne Liang. Et pour arroser le tout, les gens, un budget très
authentique lui aussi, puisque cette adaptation d'Avatar est partie pour se placer au sommet des productions Netflix, quasi au même niveau qu'une autre adaptation, celle de One Piece, puisque chaque épisode de la série coûtera la bagatelle de 15 millions de dollars. Vous savez combien ça fera 8 épisodes, Larmina? Un budget énorme qui illustre la quête de Netflix dont on parle régulièrement, de se constituer le plus rapidement possible une batterie de franchises extrêmement forte et rayonnante pour une plateforme qui, il faut le rappeler, par rapport à sa concurrence, ne possède pas Star Wars, ne possède pas Marvel, ne possède pas Le Seigneur des Anneaux, encore ne possède pas Harry Potter. Un budget énorme qui montre une fois de plus, on en avait déjà parlé il y a quelques semaines à l'occasion de la présentation d'une série Godzilla sur Apple TV, le shift des plateformes de streaming pour des séries particulièrement coûteuses ces derniers mois pour une télévision à 20 millions de dollars de l'heure, comme le disait l'ancien directeur financier de Netflix, David West, pour tout un tas de raisons dont on avait parlé, délocalisation forcée des productions du fait de l'embouteillage des commandes, augmentation des protocoles de sécurité, surinvestissement dans la post-production ou encore surfacturation volontaire de ces plateformes du fait de leur structure économique, notamment pour éviter d'avoir à payer des paiements résiduels aux auteurs et aux autrices. Je vous invite à réécouter l'émission dans laquelle j'avais détaillé un peu ça pour plus de détails, lien en description. Un budget énorme qui ne se voit pas trop dans ce qu'on peut voir dans cette bande-annonce, très Avatar, le dernier maître du fond vert, tant il est clair que chacun des plans de celle-ci, à quelques exceptions près, ont été tournés dans un studio de 3 mètres carrés et toujours avec cet étalonnage et ce grain d'image Netflix infernaux imposé par les standards technologiques de la plateforme, puisque vous le savez, celle-ci liste le matériel qu'elle recommande fortement, dira-t-on, pour produire des séries ou des films pour son compte, même si on est d'accord, entendre comme ça, par-ci, par-là, quelques notes du thème de la série originale fait vite chavirer les cœurs. Encore que côté musique, là aussi, il faudra encore attendre un petit peu avant de pouvoir juger sur pièce, puisque Jeremy Zuckerman, le compositeur de la série originale, est parti lui aussi en début de production. C'est ballot. Remplacé au pied levé par Takeshi Furukawa, que vous connaissez peut-être pour avoir composé la bande originale du jeu The Last Guardian de Fumito Ueda. Soit, j'ajoute, les gens, pour terminer cette news très pop, j'ai pas non plus des kilotonnes de choses à en dire, qu'un film d'animation Avatar est lui aussi prévu, une trilogie de films, même cette fois bien sous l'égide des créateurs de la série originale, avec Lorraine Montgomery à la réalisation, Lorraine Montgomery, productrice, superviseuse et illustratrice sur La Légende de Korra, et le tout pour le compte de Paramount cette fois-ci. Je dois vous avouer que sur le papier, ça me hype bien davantage que cette proposition de Netflix, mais dans les deux cas, on verra. Avatar, le dernier maître de l'air chez Netflix, ce sera le 22 février prochain, ça va arriver rapidement. Et Avatar, le dernier maître de l'air, la nouvelle trilogie de films d'animation, ce sera normalement pour la première partie courant 2025. J'ai hâte, quel plaisir de découvrir Avatar, le dernier maître de l'air au cinéma pour la première fois. Mais Lex, attends, il y avait eu... Chut. Ces codes vestimentaires. Que peut apporter un soft power au continent? Alors le soft power, il existe de manière factuelle. Au-delà du concept, il existe avant les années 90, je pense. Le plus sur le continent, le fait de repartir sur ce concept qui fait appel au départ à des éléments intangibles. On parle de puissance, on parle de rayonnement, on parle de faire connaître sa culture, véhiculer ses valeurs, c'est important. Se réapproprier un narratif propre que l'Afrique se raconte elle-même. Voilà déjà une chose très importante sur le plan du symbole. Et ensuite, nous nous appuyons sur des industries culturelles et créatives. Et là, on parle de chiffres. J'aimerais évoquer un chiffre qui est une étude du cabinet EY qui estime les ICC, les industries culturelles et créatives, à 49 milliards de dollars en 2017. Il y a quelques jours, si vous vous baladiez au Congo-Brazzaville pour être un peu plus exact, vous pouviez apercevoir des dizaines d'influenceurs et d'influenceuses s'immortalisant sur des pirogues, sur des planches de surf ou s'extasiant devant un Sakasaka ou un Mosaka. Et pour cause, les gens du 26 au 28 octobre dernier s'est tenu en parallèle d'un rassemblement international consacré à la défense des forêts tropicales, un autre événement, une autre campagne plus spontanée, elle, initiée par l'influenceuse gabonaise China Donia à l'aide de ses 114 000 followers sur Instagram, une campagne sobrement hashtagée Land of Opportunities, une campagne lancée afin de mettre en avant auprès du grand public numérique la nécessité de protéger les cadres naturels locaux et de notamment sauvegarder la forêt tropicale. Hashtag bien reçu pour des dizaines d'influenceurs et d'influenceuses, d'Adeolua Prince Eneolua et ses 1,9 million de followers à l'ancienne Miss France Flora Coquerel qui en quelques jours ont pu faire découvrir
offrir à leur communauté respective une certaine image du Congo, un certain Congo. Un hashtag écologie donc, qui en quelques heures s'est transformé en petit outil de soft power congolais mené en dehors des institutions, permettant notamment à beaucoup de découvrir le pays par des posts Instagram, par Twitter, par TikTok, mais aussi par des partages importants de comptes d'agences de voyage et d'offices de tourisme. Comprenez bien qu'on parle de plusieurs milliers d'interactions avec le hashtag, ce qui est une petite réussite en soi à l'échelle du pays. Une réussite qui aurait néanmoins pu rester cantonnée à l'anecdote si elle ne s'inscrivait pas, il me semble, dans un mouvement plus large, très prégnant qu'on observe au Congo ces dernières années, à savoir la multiplication d'initiatives institutionnelles, mais aussi particulières en vue de dynamiser le soft power du pays. Une envie de dynamisation produit, vous l'imaginez bien, de multiples facteurs. Allez, hop, enfilage de casquettes d'économistes amateurs du vendredi et d'analystes en washi. Je compte sur vous pour compléter, voire pour rectifier ce que je vais dire dans le chat ou dans les commentaires. C'est parti, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Une envie de dynamiser le soft power du pays du fait de multiples facteurs, donc, parmi lesquels, en premier lieu, les limites grandissantes d'un modèle économique du Congo particulièrement dépendant du pétrole, l'or noir représentant 90% de ses exportations. C'est pharaonique, et pas moins de 50% de ses revenus, faisant en 2019 du pays le troisième producteur de l'Afrique subsaharienne, derrière le Nigeria et derrière l'Angola. Une dépendance colossale qui, dans un contexte global d'épuisement des réserves du pays, de resserrement des conditions financières mondiales et régionales, de changement climatique, de guerre, d'instabilité de la production et de la demande de pétrole et de pression pour une transition mondiale vers une économie décarbonée, se traduit depuis des années maintenant par de nombreuses pressions en interne et à l'international pour une nécessaire et très attendue diversification économique. Une situation déjà bien conscientisée depuis des années par les exécutifs du pays. En témoigne ce discours de rappel sur l'état de la nation de 2011 du président Denis Sassou Nguesso qui exhortait, je le cite, « Nous ne devons pas continuer à mettre tous nos œufs dans le même panier de pétrole. Il est vital que nous diversifions notre économie en développant rapidement d'autres secteurs. » C'était, on ne peut plus clair, des années ainsi que le pays travaille lentement mais sûrement à diversifier précisément son économie en travaillant par exemple à positionner le port de Pointe-Noire comme le premier port d'entrée de l'Afrique centrale et ainsi faire du pays un pays de transit, le pays de transit, mais aussi à réarticuler toute une exploitation des terres arables, du réseau hydrographique, de l'agro-industrie par voie de conséquence et une exploitation des forêts, a fortiori de ces bois, mais sans déforester, nous dit-on. Marmotte, chocolat, papier d'alu, mythe de la croissance, vous connaissez. Une diversification économique, voire politique, d'autant plus urgente pour un pays en proie, vous le savez, à une crise alimentaire aiguë touchant des dizaines de millions de personnes, en proie à des conflits ayant conduit et conduisant encore au déplacement de millions de Congolais et de Congolaises, en proie à l'éternelle propagation de maladies graves, en proie à des conséquences passées et présentes tenaces de l'impérialisme, qu'en parallèle se profite en Afrique l'entrée en vigueur de la ZLECAf, la zone africaine de libre-échange, littéralement la plus vaste zone de libre-échange au monde, avec 1,2 milliard de personnes potentiellement concernées, ouvrant largement les marchés et le tissu d'entreprises de tous les pays de la zone. Une zone en réalité déjà en vigueur depuis 2021, mais dont l'établissement permet aux signataires d'éliminer progressivement les droits de douane sur 90% des marchandises d'ici à 2030. Je vous passe les détails, c'est déjà assez complexe. Autant de raisons socio-économiques qui ont depuis des années, et a fortiori depuis la pandémie de Covid-19, vous imaginez bien, favoriser l'émergence puis la multiplication d'initiatives locales, institutionnelles ou non, pour participer de la diversification de l'économie du pays. Et s'il y a bien les gens, un secteur qui a mis du temps à se mettre en branle-bas de combat, mais qui récemment se meut et se développe doucement mais sûrement, c'est bien celui de la culture, avec le retour cette année du FESPAM, le festival panafricain de musique, pour sa 11e édition, après 8 ans de creux, sillonné par le Covid et par les crises économiques, avec les festivals Brazza J'y suis, le festival Les Feux de Brazza, avec l'entrée de la rumba dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, avec la mise en avant de ce courant culturel, de ce mouvement culturel, la SAP, le SAP pour Société des ambianceurs et des personnes élégantes, dont les adeptes pratiquent la sapologie, littéralement l'art de bien se saper, que je ne pratique pas.
et que je devrais pratiquer. Sapologie qui par ailleurs avait eu sa place à Tokyo en 2015 pour une exposition entièrement dédiée, mais aussi avec ce qui est peut-être l'un des exemples les plus saisissants de cette prise de conscience des possibilités d'un vrai soft power culturel congolais, à savoir l'organisation de l'événement Soft Power Days à Brazzaville chaque année en août depuis 2021, un événement organisé par les ateliers citoyens du Congo dont l'objectif affiché est de mettre en valeur et de travailler l'attractivité culturelle du pays pour faire, je cite Marien Fonengombe, président de ces ateliers que j'aimerais beaucoup recevoir dans l'émission par ailleurs et que vous avez pu entendre en introduction de cette news, l'attractivité culturelle du Congo est un terreau pour faire germer un soft power qui ne demande qu'à éclore. Et quoi de mieux, les gens, pour discuter de cette potentialité qu'un événement, les fameux Soft Power Days, qui permet pendant quelques jours à des particuliers, à des professionnels d'échanger, d'assister à des conférences, à des représentations culturelles et de réfléchir collectivement aux possibilités économiques, entrepreneuriales, politiques, culturelles, ouverte dans un objectif très clair, tisser un véritable soft power congolais. Et il faut aussi comprendre roman national puissant. Si je vous dis roman national, c'est aussi précisément parce que les organisateurs de l'événement en parlent comme d'un objectif à atteindre. Cette année, pour l'édition 2023 qui s'est tenue du 11 au 12 août à Brazzaville, un thème, économie et diplomatie du sport, histoire de rappeler que ce dernier a toujours été et est encore un énorme levier potentiel de développement économique. Rappelons au passage les sportifs et les sportives d'origine congolaise qui ont été Yaoundé, qui ont été Franck Elemba ou qui ont été par exemple Serge Ibaka, qui avait avec l'équipe d'Espagne remporté le championnat d'Europe en 2011 de basketball et la médaille d'argent au JO de 2012. Autant de mouvements, vous l'aurez saisi, qui participent ces dernières années de l'essor d'un soft power congolais au sens large et d'un soft power culturel en particulier qui participent quant à eux au-delà de l'élaboration de la fabrique d'une histoire et d'un imaginaire congolais, de la diversification économique recherchée par le pays depuis des années. Mouvement général dans lequel il faut intégrer, à mon sens, ce tout petit événement dont je vous parlais en début de news, avec tous ces influenceurs et toutes ces influenceuses bien sapées en pirogue. Il serait peut-être temps que je m'y mette moi aussi. Il est 18h53 au Japon, donc il doit être 10h53 en France. Si je ne me trompe pas, vous êtes toujours dans Soft Power, la matinale pop culture, comme chaque vendredi de 10h à midi. Il est l'heure de se préparer pour la séquence pause musicale de l'émission. Si vous suivez celle-ci en VOD ou que vous m'entendez dire cette phrase maintenant, c'est que le titre de cette semaine n'a pas été sanctionné par le bot fou de YouTube. Bravo à nous, bravo à vous, à nous les gens, et bravo à vous aussi, félicitations, champomis pour tout le monde. Et on se retrouve juste après pour parler de Echo, la nouvelle série estampillée Marvel, qui nous en dit long sur les crises qui traversent le studio, pour faire le point également sur la fin de la grande grève des acteurs et des actrices d'Hollywood, et voir ce que ça nous raconte un peu de l'état du syndicalisme aux États-Unis, et pour faire le tour également de l'actualité de Crunchyroll, le fameux Netflix des animés, absolument pas un monopole bien sûr, on en reparle dans 1-2 minutes, mais avant ça, les gens, la pause musicale de cette semaine avec un classique qui devrait titiller la fibre nostalgique de certains et certaines d'entre vous. Allez, bonne écoute. Enquanto o
Vous êtes toujours dans Soft Power, la matinale pop culture du vendredi 10h midi. Si vous voulez me soutenir et donc soutenir l'émission financièrement, vous pouvez passer par le lien en description de ma page Patreon ou vous abonner à la chaîne Twitch directement ou avec votre compte Amazon Prime pour bénéficier du sub gratuit dans votre abonnement. Si vous venez d'arriver et que vous souhaitez rattraper le début de l'émission ou découvrir d'anciens numéros, direction la chaîne VOD sur YouTube ou les nombreuses plateformes de podcast où vous pourrez retrouver l'émission en format audio. Et bien sûr, laissez des commentaires, mettre des pouces bleus, des étoiles, je ne vous apprends rien. Tous les liens en description, Discord inclus, n'hésitez pas à passer. On parle pop culture, mais pas que. Et parfois, lorsque tous les astres de l'univers sont alignés, certaines plaisanteries sont même plutôt drôles. Vous venez d'entendre Nada Podeme Parar Agora, extrait de la bande originale du très chouette Michiko Torachin. Nous revoilà en 2008, Michiko Torachin, première réalisation à l'époque de Sayo Yamamoto, dont vous connaissez peut-être davantage son actuelle série à succès Yuri on Ice, Michiko Torachin, dont l'histoire se déroulait dans un pays fictif inspiré de différentes cultures d'Amérique latine, et d'où cette bande originale assez folle, emplie de bossa nova, de folk ou encore de samba, composée par Alexandre Cassin, producteur, chanteur et compositeur brésilien, dont c'est à ma connaissance la seule bande originale composée pour un animé. Alexandre Cassin, dont je vous invite à découvrir l'entièreté de son travail sur Michiko Torachin. C'est vraiment feel good, vraiment bien fichu, et dont je vous invite à picorer aussi dans ses différentes carrières, solo et en groupe. Allez écouter son single Relax, vous m'en donnerez des nouvelles. Alexandre Cassin, Nada Podeme Parar Agora, c'était la pause musicale de cette semaine sur Soft Power. Maya. Je sais très bien qui tu es. Je l'ai toujours su. N'aie pas peur. Tu portes une telle souffrance en toi. Une telle rage que tu ne peux pas les contenir. Alors, qui est le vrai monstre? Vous allez me dire, mais Lex, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, des séries Marvel régulièrement dans Soft Power. T'as perdu la boule, les pédales, le nord, en même temps, t'as vrillé, tu t'es perdu les oies. Je vous entends déjà, mais attendez, il y a pas mal de choses à en dire, vous verrez. Donnez-moi 1 minute et on va dire que les gens sont pas assez payés. Vous connaissez l'émission. Première bande-annonce pour Echo, donc cette semaine. Nouvelle mini-série s'intégrant dans l'infernal univers cinématographique Marvel pour le compte de Disney+. Série co-menée par Marion Dare, qu'on avait déjà pu voir à l'œuvre sur Better Call Saul ou sur The Act. Pas mal, et par Amir Hardin, qu'on avait pu voir, elle, au chantier de la nouvelle série Charmed. Ça, par contre, c'est très mal. Une série univers cinématographique Marvel oblige, qui prend suite des événements de la très tiède série Hawkeye de 2021, dans laquelle on apercevait le personnage de Maya Lopez, alias Echo, interprété par Alaka Cox. Echo, en référence à ce personnage amérindien sourd créé par David Mack et Joe Quesada pour le Daredevil 9 de 1999. Echo, qui a le pouvoir de
copier parfaitement les mouvements d'une autre personne. Maya Lopez donc qui sera au centre de cette nouvelle série où elle retournera dans sa ville natale où elle devra, je cite le synopsis, accepter son passé, renouer avec ses racines amérindiennes et embrasser sa famille et sa communauté, ce qui est définitivement pas un scénario, mais d'accord, une quête personnelle qui l'amènera à croiser le chemin du reste du casting. Zan McLarnon, Vincent D'Onofrio qui reprendra pour la énième fois son rôle du Caïd, Charlie Cox de même pour son rôle de Daredevil, mais aussi Saskia Spencer et Tantou Cardinal. Si je m'arrêtais là à la lecture de ce synopsis, à la présentation du casting, et sont toujours les mêmes personnages, et à l'intégration de la série dans l'univers cinématographique Marvel au forceps, je n'aurais probablement pas assez d'air pour soupirer tout ce qu'il y a à soupirer, tant une série n'a jamais semblé aussi bien porter son nom en se faisant écho de tout ce qui ne marche plus et dont on pourrait légitimement se demander si ça a déjà marché chez Marvel. Mais voilà, entre deux, il y a eu cette bande-annonce et d'étonnantes déclarations de la part de la maison des mauvaises idées. Une bande-annonce tout d'abord certes pas très choucarde, avec son étalonnage très gris pour les flashbacks et orange and teal pour le reste. Un orange and teal par ailleurs tout droit tiré du premier film Transformers de 2007, mais une bande-annonce très old school, rappelant très ostensiblement une filiation esthétique aux séries Daredevil, Jessica Jones, The Punisher, à l'époque des productions Netflix développées hors cadre du Marvel Cinematic Universe. Une bande-annonce également étonnamment didactique qui prend le temps de raconter son personnage comme si on allait le voir pour la première fois. J'y reviens dans quelques secondes, mais aussi et surtout une bande-annonce surprenamment sanglante pour du Marvel, c'est pas Branded non plus, et surprenamment parce qu'on sait qu'un tel affichage de sang peut vite faire basculer la classification de votre œuvre, et c'est précisément le cas pour cette série Echo qui sera classée TVMA, l'équivalent du rated R pour la télévision, donc pour une audience adulte, mature, une première pour une série Marvel sur Disney+, mais pas un cas tout à fait isolé, loin de là, dans une tendance de fond qui commence à se dessiner dans les productions super-héroïques de libération de la violence, de la sexualité ou des thématiques adultes, toute proportion gardée évidemment. En ce sens, Echo s'inscrit dans cette voie construite par les énormes succès critiques et ou commerciaux de Deadpool, de Logan, de Joker, mais aussi des succès de la série Daredevil, précisément sur Netflix, qui avait aussi plu pour la noirceur de ses thèmes et la brutalité de certaines de ses scènes, d'où aussi la confirmation cette semaine que le prochain film Blade, lui aussi à intégrer dans l'univers cinématographique Marvel, sera bien également aussi rated R, classifié adulte, une paille par rapport à l'enfer créatif absolu qu'a l'air d'être ce projet, et où des tonnes de scénaristes et de réalisateurs se sont déjà succédés à la démission, et où l'acteur principal, Mahershala Ali, menace de quitter le projet un jour sur deux. Tout le monde à l'écrou, grosse ambiance, et probablement d'où aussi le report de la série Daredevil Born Again, dont on avait déjà parlé dans Soft Power. On peut déjà sentir l'odeur d'une annonce définitive de classification TVMA pour dans pas très longtemps, une classification adulte qui, on le comprend bien, au-delà des possibilités narratives qu'elle offre, permet de créer pour l'univers cinématographique Marvel une nouvelle segmentation d'œuvres plus dark, plus adulte et plus mature. On est de retour dans les années 2000 pour attirer de nouveaux spectateurs et de nouvelles spectatrices, mais aussi pour garder avec elles celles et ceux qui ont grandi avec le premier Iron Man de 2008, et une segmentation adulte qui, on peut se le dire, est souvent l'occasion de produire des œuvres audiovisuelles à moindre frais, où la brutalité, la viscéralité et le taux d'hémoglobine des scènes permettent bien souvent de des effets spécialisés une grande partie du contenu de l'œuvre et d'en abaisser les coûts. C'est aussi ce qu'il faut comprendre en parallèle quand Sidney Friedland, le showrunner de la série Echo, souligne que les enjeux de la série ne seront pas cosmiques, mais plus resserrés, plus familiaux, plus bon marché, et finalement. Et à ce titre, sans surprise, il a été annoncé cette semaine que Blade, justement, coûterait moins de 100 millions de dollars, ce qui est plus de 2 fois moins que la moyenne des productions Marvel aujourd'hui. Un coût contrôlé, qui est toujours un avantage, surtout quand une grande partie de vos artistes VFX menacent de se mettre en grève. Après s'être enfin historiquement syndicalisés, bravo à eux, bravo à elles. Mais au-delà de cette nouvelle classification adulte pour un Marvel, ce qui est encore plus intéressant avec cette série Echo, les gens, c'est qu'elle est officiellement la première œuvre à intégrer un nouveau label fraîchement créé pour l'occasion, Marvel Spotlight.
Marvel Spotlight, un nouveau label au cœur des Marvel Studios qui vise à, nous dit-on, adapter des histoires plus réalistes, plus à petite échelle, mais surtout plus centrées sur ses personnages. Mais du coup, c'était quoi jusqu'à maintenant ? Je sais pas. Bref, Marvel Spotlight, tirant son nom de cette série de comics des années 70 qui avait pour fonction de mettre en avant de nouveaux personnages, Ghost Rider et Spider-Woman en tête, ce sera surtout l'occasion pour Marvel Studios de ralentir dans le forcing de son univers partagé en produisant des histoires qui, selon Brad Winderbaum, le responsable de streaming chez Disney, qui a pris la parole samedi dernier lors d'un événement annuel, l'événement annuel de Choctaw Nation, des histoires qui pourront être vues indépendamment de toute autre œuvre de cet univers cinématographique Marvel. Je le cite, Marvel Spotlight nous offre une plateforme pour présenter à l'écran des histoires plus ancrées et axées sur les personnages, tout comme les fans de bande dessinée n'ont pas besoin de lire Avengers ou Fantastic Four pour profiter d'une bande dessinée Ghost Rider Spotlight. Notre public n'a pas besoin d'avoir vu d'autres séries Marvel pour comprendre ce qui se passe dans Echo. Ouais, des histoires donc avec un début, une fin, qui ne nécessite pas d'avoir lu 3 fois à l'envers les bibles Marvel sorties entre 1946 et 1947, celle d'avril, pas celle d'octobre, et des histoires avec des personnages. Non, vraiment, c'est une révolution chez Marvel, une petite révolution en soi, qui tombe particulièrement à pic, si l'on en croit cet article de Variety qui a fait grand bruit la semaine dernière, un article révélant le marasme créatif, marketing et progressivement économique dans lequel sont les Marvel Studios, et un marasme apparu au grand jour lors d'une réunion en interne en septembre dernier, devant l'enchaînement des échecs au box-office, de la montée des critiques négatives, de l'accumulation de plus en plus énervée de problèmes des productions en cours et des futures. Les équipes de Kevin Feige se sont mises en tête d'élaborer des plans de secours et ainsi remédier à la panique qui touche les créatifs, les actionnaires, tout à fait les actionnaires. Branle-bas de combat, ça discutait déjà de sortir au plus vite Jonathan Meyers, incarnant le grand méchant de ces dernières et surtout de ces prochaines années dans les productions Marvel. Jonathan Meyers actuellement en proie avec plusieurs affaires de violence verbale, physique. C'est donc assez compréhensiblement, mieux vaut tard que jamais, qu'il ait discuté de le remplacer par un autre méchant, Doctor Doom peut-être. Ça discutait aussi du cas The Marvels, nouveau film des Marvel Studios dans toutes les salles françaises depuis ce mercredi. The Marvels dont tous les indicateurs sont au rouge, dont les préventes sont catastrophiques, dont les premiers jours confirment déjà l'échec ici comme ailleurs, et dont le nombre de reshoots a été tel que la réalisatrice Nia DaCosta est juste partie pendant la post-production dont on sait qu'elle est pourtant le cœur des productions Marvel qui misent tout sur elle. Mais ce n'est pas tout, puisque ça discutait aussi fortement de comment réagir à la crise des artistes VFX qui se sont syndiqués massivement, comme je le disais plus tôt, une crise qui avait aussi coûté la tête de Victoria Alonso, à l'époque superviseuse notamment de la post-production et des effets visuels des productions Marvel Studios. J'imagine déjà la réunion, je la vois venir de très très loin. Kevin, on pourrait juste, je sais pas faire bosser les gens 14 heures par jour comme c'est le cas maintenant et les payer correctement. Ouais, on pourrait faire comme ça. Ou alors, on pourrait se dire officiellement qu'il faut réduire un peu la cadence des films. Et pour temporiser le calendrier, on pourrait faire un nouveau label, genre Marvel Spotlight, avec des œuvres plus dark, amateur, émo, plus confidentielles, avec moins d'effets numériques, beaucoup moins cher. On se fait comme Deadpool 1, avec ses seulement 80 millions de dollars. Et voilà, boum, je vous laisse imaginer la solution qui a été retenue entre les deux. Et donc, nous voilà, les gens, avec ce label Marvel Spotlight, une forme de bifurcation stratégique et économique, produit des crises qui traversent Marvel Studios et qu'on essaie de nous faire passer évidemment pour une décision créative. Marvel Spotlight, dont cette première série, Echo, se fait précisément l'écho de cette nouvelle stratégie. Une série dont on pourra juger de la qualité dans 2 mois, exactement le 10 janvier prochain, sur Disney+, et pour la première fois également sur le service Hulu. Est-ce que ce sera bien ? On verra. Comme le disait la chanteuse Sarah, résonne comme un écho. Oh, parfois je vis comme un robot, résonne comme un écho. Oh, je sens que je tombe de haut. À voir si ça sera prophétique ou non. 118 jours, c'est le mouvement le plus long dans l'histoire du syndicat des acteurs, mais qui fait écho finalement aux enjeux du mouvement très tôt pendant l'été. Meryl Streep et d'autres personnalités ont demandé au syndicat de ne pas négocier un accord au rabais. Il fallait répondre aux évolutions, aux transformations de l'industrie avec évidemment la montée en puissance du streaming. On a cru, après la fin du mouvement des scénaristes fin septembre, que cette grève des acteurs allait vite s'arrêter parce qu'il y avait beaucoup de revendications
position commune sur les questions du streaming, donc, mais aussi sur les questions de l'intelligence artificielle. Les négociations ont démarré le 2 octobre entre la SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs, et les studios, mais elles ont vite cessé. Les désaccords étaient trop grands. Elles ont repris ces discussions à la fin du mois d'octobre. Elles ont avancé lentement jusqu'au week-end dernier. Les gens, une courte news pour parler d'un événement qui, lui, n'a rien eu de court, rien du tout. Vous avez pu l'entendre en introduction, 118 jours. C'est donc la durée, la longue durée qu'il aura fallu pour que la grève des acteurs et des actrices d'Hollywood trouve enfin un terme. Quasi 4 mois après les premiers piquets de grève du 14 juillet dernier, pour se terminer finalement hier matin à minuit 1 précisément. 4 mois durant lesquels ces acteurs et ces actrices se sont battus contre les studios et contre les plateformes de streaming réunies sous l'égide de l'AMPTP, l'Alliance des producteurs de cinéma et de télévision, pour obtenir de meilleures conditions de travail, des augmentations de salaire, une meilleure répartition des revenus provenant du streaming, un pourcentage réel des bénéfices en cas de succès d'une œuvre, une régulation de l'intelligence artificielle ou encore l'établissement d'un cadre légal plus solide pour encadrer les pratiques dématérialisées comme le télétravail. 4 mois de ce qui a été la plus longue grève de l'histoire du syndicat des acteurs et des actrices d'Hollywood, le SAG-AFTRA, ce colossal syndicat de 160 000 membres. Grève colossale et historique, longtemps combinée à celle de la guilde des scénaristes, et une grève qui a mené tout du long à une interruption des industries américaines du cinéma et de la télévision et entraîné de très nombreuses difficultés financières pour bon nombre de travailleurs et de travailleuses culturelles qui ne pouvaient tenir de tels piquets pendant des mois, de longs mois, stratégiquement tissés par l'Alliance des producteurs de cinéma et télévision qui jouait ouvertement et officiellement la carte du pourrissement, souhaitant que l'ultra-précarisation de la majorité de ces professions emporte avec elle toute velléité de revendication et toute possibilité de mise en mouvement. Eh bien, c'est raté, et c'est doublement raté, caramba, puisqu'après les nombreuses victoires remportées par le syndicat des scénaristes d'Hollywood le 27 septembre dernier, c'est également une fin victorieuse qui s'est annoncée cette semaine pour le syndicat des acteurs et des actrices, puisqu'on a appris ce mercredi que les négociateurs du SAG-AFTRA avaient approuvé un accord de principe dans une réunion qui, nous dit-on, s'est terminée dans des pleurs de joie. Accord qui sera soumis aujourd'hui même au Conseil national du syndicat pour approbation. Résultat, et même si vous le comprenez bien, plus de détails arriveront dans les heures à venir, entre autres, une augmentation de salaire historique, plus 7% sur les minima sociaux, une augmentation de salaire pour les figurants et pour les figurantes, l'obtention très attendue d'une prime de participation au streaming, une augmentation substantielle des cotisations de retraite et santé, ou encore un encadrement fort des conditions d'utilisation de l'intelligence artificielle. Une victoire incontestable pour un accord estimé d'une valeur d'1 milliard de dollars. Un accord qui va pouvoir, s'il est finalement approuvé, diffuser un vent d'air frais dans la profession. Un accord qui aussi, et je vois déjà les centaines d'articles de presse français qui ne vont parler que de ça, relancer les industries audiovisuelles américaines, notamment les productions Venom 3, Deadpool 3, Beetlejuice 2 et Gladiator 2 qui avaient été mises en stand-by pour l'occasion. Attendez, Venom 3, Deadpool 3, Beetlejuice 2, Gladiator 2. Non, attendez, on arrête tout, reprenez la grève. Je répète, reprenez la grève, s'il vous plaît. Bref, un accord, les gens, un accord important et un accord aussi qui, au passage, envoie et continuera d'envoyer, il me semble, un message fort sur lequel le syndicat des scénaristes d'Hollywood s'est empressé de conclure ce mercredi en guise de félicitations du travail réalisé par le SAG-AFTRA. Je cite: quand les travailleurs et les travailleuses s'unissent, ils gagnent, puisque c'est précisément cette image-là que les syndicats auront à cœur de continuer à travailler, à diffuser et à propager dans les prochaines années. D'où le fait que le SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs et des actrices, a déjà annoncé que si cet accord fraîchement obtenu n'était pas non plus parfait, il le deviendrait dans les prochaines années. Rendez-vous, nous dit-on, pour les prochaines négociations contractuelles fixées pour 2026. Et ce message de l'Union est d'autant plus essentiel aujourd'hui que l'année prochaine, les gens, 2024, c'est aussi l'année durant laquelle, d'un côté, l'IATSE, l'immense alliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma et désormais des artistes VFX, et d'un autre côté, le TAG, le syndicat des animateurs et des animatrices, entameront à leur tour des négociations pour leurs nouveaux contrats, des négociations qu'on imagine déjà empreintes des actuelles victoires, des victoires d'autant plus galvanisantes dans un contexte où l'on observait ces dernières années aux États-Unis un déclin des adhésions aux syndicats et
et de la croyance dans leur potentiel, du fait, entre autres, de l'importance des lobbies patronaux et conservateurs, de la politique antisyndicale menée par l'administration Trump, de la pression mise sur les emplois et les employés syndiqués, dans un pays qui, en 2019, avait connu son taux de syndicalisation le plus bas, avec seulement 10,3% des travailleurs et des travailleuses américains syndiqués, 2 fois moins que dans les années 80. Et puis, l'épuisement des autres voies de recours, la large précarisation des conditions de travail, l'augmentation des inégalités, les conséquences de la pandémie et de petites victoires aussi de regroupement ont participé de progressivement ramener sur la table la question de la nécessité de se regrouper pour s'imposer dans les rapports de force, ramenant ainsi sur la table la question du syndicalisme aux États-Unis. Selon un sondage Gallup de 2021, c'est 68% des Américains et des Américaines qui soutiennent désormais les syndicats, le plus haut niveau mesuré depuis 1965, et puis aussi des victoires massives chez Amazon, chez les scénaristes et désormais chez les acteurs et actrices d'Hollywood qui participent de montrer l'intérêt de se regrouper pour peser, pour équilibrer, voire pour inverser les rapports de force en jeu. Et la victoire du SAG-AFTRA cette semaine, c'est aussi cette victoire que l'avenir nous dira, grande ou petite, pour le syndicalisme aux États-Unis. Soutien aux travailleurs et aux travailleuses qui ont lutté littéralement dans le sang et dans les larmes pendant près de 4 mois pour obtenir de meilleures conditions de travail et surtout littéralement des jours un peu plus heureux. Preuve encore une fois amenée, s'il en était encore besoin évidemment, que lorsque les travailleurs et les travailleuses s'unissent, ils gagnent. Là, on a beaucoup parlé, donc, notamment de ce qu'il y a sur Crunchyroll, puisque tu es en plateau avec nous, Jérôme, mais il y a d'autres plateformes. Alors, d'abord, des plateformes spécialisées des animés. Il y a ADN aussi, par exemple, Wakanim que tu as mentionné tout à l'heure. Mais il y a aussi les vraies plateformes, entre guillemets, les plateformes de streaming global, celles qui diffusent tout, et notamment maintenant des animés. C'est-à-dire qu'il y a je voyais ce chiffre passer en préparant l'émission, 50% des abonnés de Netflix dans le monde regardent des animés japonais. 1 personne sur 2 qui a Netflix regarde des séries d'animation japonaises. Le chiffre est quand même assez parlant. Chaque plateforme aujourd'hui veut son animé. Il y a une concurrence aussi globale parce que il y a des gens qui regardent. Ça, c'est sûr. Peut-être êtes-vous derrière vos écrans ou derrière vos écouteurs, utilisateur ou utilisatrice de Crunchyroll, ce service de vidéo à la demande distribuant films, séries et surtout dessins animés. Il faut dire qu'avec son millier d'animés, ses quelques centaines de séries et même ses mangas désormais publiés sous le label Crunchyroll Manga, mais aussi surtout avec son incorporation des services Funimation, Wakanim et VRV quelques mois après le rachat de Crunchyroll par Sony, la plateforme est devenue en quelques années la plateforme de streaming incontournable des médias d'Asie de l'Est, trônant fièrement autour de ses 120 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices à travers le monde. Et tout ça, c'est loin d'être fini, puisque cette semaine, le service de streaming a annoncé son arrivée dans le domaine des services par abonnement de jeux vidéo avec le lancement de Crunchyroll Game Vault, une plateforme qui s'ajoute aux avantages de l'abonnement méga fan de Crunchyroll à 6,49 € par mois. D'abord sur Android et plus tard sur iOS, nous dit-on, le tout proposant une sélection de jeux mobiles, accessibles sans publicité ni achat intégré et qui ont pour point commun d'être imprégnés de cette fameuse esthétique ACG, animé, comics and games, si populaire ces dernières années et si raccord avec les franchises déjà mises en avant sur la plateforme, d'où le fait que River City Girls, Kim Bento, encore que Captain Velvet The Jump Dimension fassent partie des premiers arrivés sur le service, un service qui étonne peu lorsque l'on sait que Crunchyroll éditait déjà par le passé des jeux sur les plateformes Android et iOS et que d'autres plateformes, Amazon et Netflix en tête, travaillaient déjà au corps la question du jeu vidéo depuis quelques années. On en avait déjà parlé dans Softpower, souvenez-vous-en. Et un service qui étonne d'autant moins que la plateforme s'intègre désormais dans l'économie Sony. Sony qui travaille depuis quelques années aussi à une convergence de ces médias, dont cette avancée de Crunchyroll dans le monde de jeux vidéo pourrait être une première avancée de pion dans l'expectative de collaboration plus étroite avec la branche Sony Interactive Entertainment. Mais si je vous en parle maintenant, les gens, c'est que l'actualité est très loin de s'arrêter là pour Crunchyroll. Inspiré un grand coup, c'est parti. On a appris la semaine dernière que le service Prime Video avait signé un contrat avec la plateforme pour que cette dernière rejoigne les Amazon Channels. L'idée, c'est que les abonnés peuvent désormais avoir accès, moyennant un abonnement mensuel
mensuel supplémentaire et au-delà de leurs abonnements au CS ou à la Ligue 1 à l'immense catalogue animé et aux 24 000 heures de contenu de Crunchyroll, un partenariat historique déjà disponible en Suède, aux États-Unis, au Canada et qui devrait arriver en France courant 2024 et qui fait sens évidemment dans une tendance où beaucoup de bourses préfèrent se tourner vers ces bundles, vers ces packs incluant souvent de légères ristournes, ce qui est pas du tout le cas de Crunchyroll chez Prime Video. Ça non, c'est le même tarif, c'est plein pot, c'est cadeau, arigato gozaimasu, Crunchyroll dono, rien du tout. On a également appris l'existence il y a quelques jours d'un partenariat entre Walmart et Crunchyroll lançant conjointement des fanshops dans plus de 2400 magasins aux États-Unis, histoire de proposer toujours plus de mangas, de vinyles, de figurines, Dragon Ball, My Hero Academia et One Piece dans tout le pays. Une sacrée opération à l'aube des fêtes de fin d'année américaine et qui devrait se tenir et s'actualiser tout le long de l'année prochaine. Bref, Crunchyroll n'a jamais été autant en forme et ça, c'est certainement pas une si bonne nouvelle que ça en a l'air. Si je vous dis ça, c'est parce que si la plateforme est réputée pour sa grande variété de choix et pour son travail de promotion du marché animé manga à l'étranger, elle est surtout bien connue par ses travailleurs et ses travailleuses pour avoir importé un autre petit truc de ces pays d'Asie de l'Est qui ont fait sa culture, les conditions de travail. Lors du rachat du service par Sony, puis de la fusion avec Funimation, de nombreux comédiens et de nombreuses comédiennes de doublage avaient levé les boucliers sur les réseaux sociaux pour rappeler la réalité du travail chez Crunchyroll, que ce soit Sarah Secora, connue pour son travail sur Humble Garandol ou sur Log Horizon, Michael Swalby, la voix de Kawaki dans Boruto, ou encore Marine M. Miller qui a incarné plusieurs personnages dans Full Metal Alchemist. Tous et toutes ont rappelé une longue histoire d'exploitation des travailleurs et des travailleuses par le service, d'autant plus insupportable dans un contexte où l'animation japonaise représente désormais un très juteux business de 25 milliards de dollars. 25 milliards no jutsu, c'est pas mal. 90 dollars en moyenne par épisode pour des centaines de lignes de traduction. 150 dollars pour le doublage des protagonistes du film Jujutsu Kaisen 0. Jujutsu Kaisen 0, je le rappelle, c'est des dizaines de millions de dollars de revenus seulement aux États-Unis. Ça fait vite relativiser. Je cite Marine M. Miller qui en septembre 2022 tweetait ceci: j'ai fait mon premier doublage dans un animé parce que j'étais fan de Full Metal Alchemist. J'ai été payé 35 dollars pour ce travail et il a fallu que nous nous attaquions publiquement à Crunchyroll après la fusion pour que ce minimum passe à 44 dollars. Si jamais vous vous demandiez en japonais, honte se dit haji. Et un grand nombre de travailleurs et de travailleuses ont été et sont d'autant plus touchés par les conditions de Crunchyroll qu'en flirtant avec les stratégies mises en place par les autres plateformes de streaming, Netflix et Prime en tête, Crunchyroll a rapidement développé en parallèle son propre contenu original et automatisé évidemment de manière globale ses processus de production, embauchant ainsi ses propres scénaristes, ses propres comédiens de doublage et ses propres animateurs, tout en fermant toutes les propositions de création de syndicats de contact avec les représentants syndicaux qui lui ont été faites. Dernière illustration en date, les gens la plus spectaculaire peut-être, le cas Kyle McCarley. Kyle McCarley, c'est ce comédien de doublage que vous avez peut-être entendu dans Fate Stay Night, dans Miraculous ou dans Nier Automata, et peut-être surtout pour son rôle de Shigeo Kageyama dans Mob Psycho 100. À l'époque, McCarley, membre du syndicat SAG-AFTRA, avait proposé à Crunchyroll de continuer son contrat tel quel pour la 3e saison, sans syndicat, à une seule condition, que des représentants du service rencontrent ceux du SAG-AFTRA pour discuter de futurs contrats potentiels. Réponse de Crunchyroll: non en fait, non, on va pas faire ça du tout, non. Un refus qui amènera McCarley et une partie du staff bossant sur l'animé à simplement démissionner. Force à eux. Mais si Crunchyroll est aussi à l'aise dans cette possibilité de refus, vous l'imaginez bien, c'est qu'en quelques années, avec ses fusions et ses réorganisations, le service est devenu le Netflix de l'animé et le seul, à tel point que lors de la fusion Funimation et Crunchyroll, le ministère de la Justice des États-Unis s'était même lancé dans une procédure antitrust de peur que les studios japonais ne se retrouvent quasiment plus qu'avec un seul interlocuteur en vue de diffuser leurs œuvres à l'étranger. Ce à quoi Sony avait répondu à l'époque: non, on n'est pas un monopole, il y en a d'autres, genre il y a Netflix, ils ont des animés aussi. Ce à quoi, à son tour, le ministère de la Justice américain avait répondu:
Ouais, non, mais j'avoue, c'est vrai, t'as raison. Allez, tampon, c'est parti, rouler jeunesse, rouler sur la jeunesse, alors que précisément, comme le soulignait très justement à l'époque le média The Verge, il ne s'agissait pas tant, il ne s'agit toujours pas tant de la diffusion d'animés stricto sensu qui posait problème et qui pose encore problème, encore que, je le rappelle, 1000 animés, c'est gigantesque. Non, le problème, c'était et c'est surtout le désormais bien trop grand degré de contrôle de Sony dans toute l'industrie de la publication de mangas, de la distribution d'animés, de la mise en place de conventions à l'étranger, qui est au cœur d'un problème qui n'est pour le moment pas du tout en cours de régulation et en cours de résolution. Bref, les gens, autant d'éclairage qui invitent, il me semble, à reconsidérer toutes ces dernières actualités autour de l'élargissement du champ d'activité de Crunchyroll et de l'augmentation de ses partenariats avec Prime d'un côté et Walmart de l'autre, dans un contexte où il m'apparaît un peu difficile tout de même de les voir comme des bonnes nouvelles. C'est la fin des news de cette semaine. On aurait pu s'arrêter, bien sûr, sur l'immense succès en France du Garçon et le Héron, qui ne cesse de se confirmer de jour en jour, le film ayant conquis le box-office de l'Hexagone avec plus de 700 000 spectateurs et spectatrices pour sa première semaine en salle, ce qui devrait en faire, avec le temps assez tranquillement d'ailleurs, le plus gros succès pour Miyazaki tout court. J'aurais pu vous parler du teasing même de la diffusion de la toute première bande-annonce du jeu vidéo GTA 6, un des objets culturels les plus importants au monde, dont la sortie est empreinte d'une attente absolument démesurée. Nul doute qu'on en reparlera dans quelques semaines dans Soft Power, certainement qu'il y aura des choses à en dire. On aurait pu aussi faire le tour de l'annonce de TikTok de fermer son fonds pour les créateurs de 2 milliards de dollars, qui n'aura pas fait long feu, au profit d'un nouveau programme de monétisation mettant l'accent sur des contenus plus longs et propices à plus de publicité. On verra, dans un contexte où, selon une récente enquête interne à la plateforme, il était ressorti que plus de 50% des utilisateurs et des utilisatrices voyaient ces vidéos de plus d'une minute d'un mauvais œil et qu'un tiers d'entre eux et d'entre elles les regardaient en vitesse x2. On est ensemble, les gens, on est ensemble. J'aurais pu vous parler de ce très court teaser du nouveau jeu Mass Effect. Le 5e opus de la série est d'ores et déjà le meilleur jeu de 2027. C'est écrit partout. Mais Lex, on voit littéralement rien dans ce teaser. Oui. Et alors, on aurait pu faire le bilan de la Paris Game Week, ce grand salon du jeu vidéo et de l'e-sport qui s'est tenu la semaine dernière à Porte de Versailles et qui a accueilli cette année encore 200 000 visiteurs et visiteuses. Pas mal. On aurait pu aussi parler de cette étude de Landberg Inclusion Initiative qui rappelle la tendance selon laquelle les hispaniques et les latinos sont toujours sous-représentés devant et derrière la caméra. Ça n'a pas bougé d'un iota en 16 ans. Et quand bien même ceux-ci et celles-ci décrochent enfin un premier rôle, ceux-ci ont été analysés comme particulièrement caricaturaux. C'est super. Une étude assez importante ayant analysé 1600 succès sortis en salle entre 2007 et 2022, ayant analysé également plus de 60 000 personnages et 13 000 réalisateurs, producteurs et directeurs de casting. C'est pas rien, ce qui rend le résultat d'autant plus tristement édifiant. Voilà, j'aurais pu aussi glisser qu'Eiji Aonuma, producteur des jeux Zelda, avait été nommé chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Ça sert à rien, à part jouer son rôle de récompense honorifique et donc d'objet de soft power, évidemment. On aura sûrement le loisir de développer un petit peu sur les récompenses honorifiques, un de ces quatre. J'aurais pu vous dire aussi que le roman graphique de Johanna Rubin-Dranger, Remember Us to Life, avait reçu le prestigieux prix de littérature du Conseil nordique 2023. Ça semble rien, mais c'est une première pour un roman graphique. Mais trêve de parole, les gens, le temps passe et passe et passe, et il est déjà l'heure des recommandations de cette semaine. C'est évidemment une commande passée par la marque nippone Takara, qui sort justement une collection de toupies avec les designs du manga prépublié dans CoroCoro Comics. Et tout comme Pokémon 3 ans avant lui, Beyblade trouve son public et devient un petit phénomène dans les cours de récréation japonaises. Un dessin animé va rapidement prendre le relais. Pour bien commencer les recommandations, quoi de mieux que de démarrer sur une valeur sûre, puisque cette semaine, la très chouette chaîne Archeo Toys a entrepris de nous téléporter au début des années 2000 pour mieux nous replonger dans le succès des jouets Beyblade. Beyblade, vous vous souvenez, elle te fait fendre l'air comme un aigle en chasse, résister à l'assaut pour mériter ta place, faut que tu sois gonflé à bloc, bats-toi jusqu'à l'onde de choc. Beyblade, cette franchise du début des années 2000 de manga, d'animés, de jeux vidéo et bien sûr de jouets, construite sur l'idée de faire s'affronter des toupies personnalisés dans des arènes, chaque toupie possédant des caractéristiques et des pouvoirs spéciaux qui reflètent la personnalité et le style de combat
de son propriétaire. Définitivement une commande de l'industrie du jouet, c'est clair. Et cette semaine, Arkeo Toys revient précisément sur l'histoire de Beyblade au sens large, brassant en une dizaine de minutes l'histoire de la toupie, l'objet qu'on pensait pourtant morte et enterrée au début des années 2000, mais en abordant aussi le sujet du lien entre l'industrie du jouet et celle de la publication manga, en parlant de l'acquisition de la licence Beyblade par Hasbro pour une diffusion à l'étranger, en abordant aussi les contrefaçons. Bref, comme d'habitude chez Arkeo Toys, on apprend littéralement en s'amusant et c'était très sympa. Ça joue vraiment sur une ambivalence cruciale entre peur, parce que c'est des films qui doivent jouer à faire peur, et fantasme, parce que c'est du divertissement censé être jouissif. Et vous voyez bien comment ça peut résonner avec une ambiance d'effondrement social. Il y a cette vibe de réelle anxiété, voire de paranoïa autour du « Ah, c'est terrible, ça va être la fin du monde !» qui s'accompagne d'une forme de projection fantasmée, d'excitation. Le survivalisme à l'ancienne, très riche. Est-ce que vous vous souvenez de ce collectif sur lequel on était tombé par hasard dans les recommandations YouTube il y a quelques semaines, proposant des vidéos sur la pop culture pour le compte Journal L'Humanité, collectif sobrement baptisé Sholbe Geek, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Eh bien, figurez-vous que ce collectif Sholbe Geek possède aussi sa propre chaîne, qu'il y pose même des vidéos en rapport toujours avec la pop culture, et même que c'est vachement bien, qui l'eût cru. Et cette semaine, l'équipe s'est lancée dans une grande vidéo d'1 heure sur la franchise The Purge, cette série de films d'horreur dystopiques dans une Amérique où une tradition nouvellement instaurée, baptisée la Purge, consiste à suspendre une fois par an pendant 12 ans toutes les lois et à autoriser tous les crimes imaginables pour réduire la criminalité, la pauvreté et la surpopulation, est-il dit dans le film. Attendez, oui, ça fait sens, d'accord. Et le sens, c'est précisément ce que va tenter de fouiller la team Sholbe Geek en revenant de manière assez didactique sur l'œuvre en tant qu'objet culturel, parlant tour à tour de high concept, de tentpole, de cinéma indépendant, de la purge comme exhausteur et révélateur de phénomènes sociaux et des rapports de force qui égrènent la société américaine. Une vidéo très riche, très loin de la caricature que certains en ont fait sur les réseaux sociaux, dont le lien est en description, comme toutes les recommandations de cette semaine par ailleurs. Il y a des chiffres qui sont assez marquants, qui sont publiés alors à l'échelle internationale par l'IFPI, par le SNEP en France. Je prends juste l'exemple de la France, par exemple. Les revenus de la synchro, ça, donc voilà, ce dont tu parlais, ça représente 32 millions d'euros en 2022, 34% d'augmentation d'une année sur l'autre, alors que le streaming, par exemple, qui est pourtant un usage extrêmement répandu, lui augmente seulement de 12%. Alors le streaming, c'est 570 millions d'euros, c'est bien plus important. Mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est qu'à peu près depuis 2017, je ne sais pas si tu confirmes ça, mais en regardant les chiffres, j'avais ce sentiment. En tout cas, ces 20 dernières années, il y a une augmentation importante, régulière, récurrente de l'argent généré par la synchro. Après, comme tu le disais, il reste... Cette semaine, l'équipe de Monte le Son a mis en ligne sur sa chaîne un extrait d'une trentaine de minutes d'une émission organisée par La Bouclette TV, extrait dans lequel le média, épaulé de Salman Sali, va recevoir Vladimir Pandolf, le Music Business Director d'Ubisoft, et le rappeur Simoni, tous deux invités pour parler de musique, bien sûr, mais surtout pour parler synchronisation musicale, cette pratique dernièrement en plein boom économique qui consiste à associer une composition musicale à une œuvre audiovisuelle, comme un film, une série, une publicité ou précisément un jeu vidéo, d'où l'invitation de Vladimir Pandolf, une pratique souvent vue comme particulièrement lucrative en cas de succès, ou une pratique au carrefour des auteurs, des compositeurs, des éditeurs et des producteurs, et une pratique devenue en quelques années un secteur important de l'industrie musicale, avec l'essor des plateformes de streaming et la multiplication des médias audiovisuels et des canaux de diffusion. Tous les artistes y ont-ils droit? Est-ce que la rémunération est aussi intéressante qu'on le dit? Autant de sujets qui sont discutés dans l'émission et qui méritent, à mon avis, largement qu'on y tende l'oreille. Dans les Alpes françaises, une association a récupéré un vrai morceau de la porte des étoiles de la série et se sont donné pour mission de recréer une porte à l'échelle et la plus fidèle possible. Actuellement, leur porte est complète et en 2022, ils l'ont même levée et présentée au milieu de Flumet, petit village alpin. Retour sur une aventure humaine incroyable autour de la série. D'ailleurs, la particularité de cette association, c'est que son président et fondateur n'est pas particulièrement fan de la série.
J'ai lancé... Pour cette dernière recommandation de la semaine, je vous propose de plonger, une fois n'est pas coutume, dans une longue vidéo sur une œuvre culte de la fin des années 90, Stargate SG-1, classique parmi les classiques, série de science-fiction qui nous racontait les aventures interstellaires d'une équipe de militaires et de scientifiques lancés à travers les astres via un dispositif alien trouvé sur Terre, la Porte des Étoiles, une série qui a marqué son époque par son humour, par son action, par ses thématiques et par les possibilités infinies qu'elles offraient. Pensez-y une seconde, les gens, pensez-y une seconde, cette fameuse langue Goa'uld d'une des races extraterrestres de la série, une langue incroyable où le simple fait de dire Jafar, Kree, pouvait exprimer « je vais vous tuer », quelle heure est-il ? Livrez-moi le colonel O'Neill. Ou encore, ça aurait été bien qu'on paye un vrai linguiste vu qu'on va faire 9 saisons là-dessus. Vraiment une langue incroyable, une série, une franchise sur laquelle revient en détail la chaîne Stardust cette semaine. Et la vidéo est vraiment top, elle brasse beaucoup de choses, revient sur certains secrets de production, nous emmène en Savoie pour rencontrer des membres d'une association française qui se sont donnés pour mission de recréer la Porte des Étoiles en échelle 1-1. Une vidéo qui s'interroge également sur les raisons du succès de la série Stargate SG-1 encore aujourd'hui. Stargate, les secrets d'un succès, c'est sur la chaîne Stardust que ça se passe. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Soft Power. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, vendredi prochain de 10h à midi sur Twitch. N'hésitez pas, si vous êtes arrivé en cours ou si vous souhaitez réécouter d'anciens épisodes, à retrouver l'émission en format audio sur toutes les plateformes de podcast ou en vidéo sur la chaîne YouTube Lex Tutor VOD. Tous les liens sont en description avec le TikTok, l'Instagram et le Discord. Merci pour celles et ceux qui donnent de la force chaque semaine. De la force, vous pouvez d'ailleurs en donner financièrement en rejoignant ma page Patreon, en vous abonnant à la chaîne Twitch, mais aussi sans débourser d'argent, en passant pendant les lives, en laissant des commentaires, en mettant des pouces bleus, en recommandant la chaîne, bref, en m'aidant à faire grandir l'émission. Je vous remercie les gens, comme toujours, sans faute, d'avoir été présents et présentes aujourd'hui pour Soft Power, votre matinale pop culture préférée de tout Hyrule, à l'exception bien sûr de toutes les autres. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi 10h midi pour un nouveau numéro de l'émission. Et en attendant, prenez soin de vous, des gens qui vous entourent, ça mange pas de pain. Et on se revoit la semaine prochaine. Allez, ciao!